Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'architecte maître d'œuvre et donc pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Florent. Bonjour Florent. Bonjour Émilie. Comment vas-tu? Bien et toi? Super, merci beaucoup. Alors est-ce que tu es prêt un petit peu de parler de ton métier, Ouais. des défis dans ce domaine, etc. C'est bon? Eh ben allons-y. Pour débuter un petit peu ce podcast, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours et puis comment tu es devenu architecte maître d'œuvre. Alors dis-nous tout. Alors mon parcours il a commencé assez tôt en fait, parce que donc il y a très longtemps j'ai fait les premiers stages en agence d'archi, sans trop avoir l'envie, mais c'était pour découvrir. Ok. Et puis après j'ai eu une grosse partie quand j'étais encore lycéen, j'avais une grosse culture technique, Ok. sciences de l'ingénieur en mécanique et électronique. Ouais, ça m'a développé mes connaissances techniques. Et du coup, après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais après le bac, comme tout le monde. Oui. Et c'est là, donc, je me suis dit, tiens, on va essayer archi, parce que ça m'intéresse, un mélange technique et artistique. Ok. Donc, j'ai fait les études. Et à partir de ma deuxième année, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un archi qui m'a pris en stage. Ok. Donc, du coup, pendant près de 3 ans, donc on a une pseudo-alternance non officielle, je travaillais chez lui et en même temps, je faisais mes études. Et après, ça a permis d'avoir aussi un premier pied dans le monde professionnel, qui est très différent de l'école. Et après, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en agence, parce que le stage obligatoire, mais dans une agence qui était un peu spéciale, qui était très portée sur le passive house, une culture sur la très haute performance énergétique. D'accord. Et donc ça, c'était pendant mes études. Et à la fin de mes études, donc j'ai premier salariat, premières expériences vraiment. Donc où j'ai fait ma première année d'HMO dans une agence pas très loin à Taninges. Et c'est là où ça a vraiment commencé le côté pro. Et puis la particularité, c'est que elle m'a vraiment mis dans le bain tout de suite. Pour exemple, un chantier, ça se passait très mal avec ses clients. Donc je suis arrivé, elle m'a dit, ce chantier-là, tu te débrouilles, je veux pas entendre parler. Donc comme ça, on est dans le bain tout de suite. Exactement. Et puis ouais, ça a commencé comme ça. J'ai appris pas mal dans toutes mes agences. En fait, j'ai appris des choses différentes. Les personnalités des uns des autres font qu'on change aussi d'agence, on a envie de découvrir d'autres choses. Donc j'ai fait à peu près en moyenne entre 2 et 3 ans dans différentes agences. Ok. Et j'ai fait au total, on va dire après, une fois obtenu mon diplôme, j'ai fait 4 agences avant de monter ma boîte. 4 boîtes, c'est quand même bien. En combien tu nous as dit à peu près 2-3 ans, 4 boîtes? Non, c'est en gros, je restais entre 2 et 3 ans dans chaque boîte. Ok. Donc ça m'a permis de découvrir en fait des aspects différents. Alors le premier, c'est la découverte du métier, avec une culture qui était l'optimisation au niveau des permis, parce qu'ils faisaient très peu de chantiers. La deuxième, c'était dans l'ultraluxe. Ah oui, donc rien à voir avec la première. Les trois en fait sont très différentes. La première, c'était vraiment le permis, l'architecture rurale, classique, pour monsieur tout le monde. Le deuxième, c'était vraiment l'ultraluxe. Donc là, c'est une façon de penser, tant de clients qui sont rien à voir. Et la dernière, c'était un architecte. Enfin, j'étais en charge des projets pour la promotion immobilière. Donc vraiment que des gros projets où en moyenne on était entre 50 et 150 logements. Ça m'a permis de voir du coup des choses très différentes. Ça m'a nourri aussi moi pour savoir qu'est-ce que je voulais faire en tant qu'archi. Et j'ai retenu ce qui m'intéressait de chaque expérience. D'accord, et donc du coup ça veut dire, t'as fait à peu près combien d'années en salariat au total, tu sais? Alors si je compte à peu près pour les études, etc., j'ai fait 8 ans. Grosso modo, à peu près 8 ans de salarié. Ok, et donc du coup, qu'est-ce qui t'a mené à créer ta propre entreprise avec tout ça? Parce que tu as touché à plusieurs choses. Est-ce que du coup, tu voulais plus rester salarié? Tu voulais vraiment monter ta boîte? Comment ça s'est passé? Disons que monter ma boîte, c'est une histoire qui remonte à loin. C'est qu'après mon diplôme, on va dire ma première expérience pour faire ma HMO, c'était une boîte où elle voulait vendre pour partir à l'étranger. Donc déjà à ce moment-là, j'avais l'opportunité de pouvoir racheter une boîte et commencer comme ça. Et j'ai toujours eu l'envie de monter ma boîte. D'accord. L'histoire a fait qu'avec cette agence, ça n'a pas fait. Du coup, on s'est séparés l'un de l'autre. Et c'est toujours une idée qui est restée, en fait. Et c'est au bout d'un moment, la naissance de mon fils qui a changé énormément de choses. Ouais, je pense que ça a changé. Ça a bouleversé beaucoup de choses. Le problème de la garde, qui en fait est un peu venu de là. J'ai eu l'opportunité de pouvoir à ce moment-là partir de l'agence. Donc je me suis pris de mon fils. Ok. Mais au bout de 3 mois, en fait, tu te rends compte que tu vas monter ta boîte. Donc c'est venu comme ça. Une boîte d'archi, il faut compter avec toutes les démarches administratives compliquées, on va dire à peu près 7 mois. Ouais, au total, j'ai mis 7 mois pour entre le moment où je vais créer ma boîte et le moment où officiellement on était inscrit. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a l'inscription à l'ordre des architectes, etc. Alors, j'ai même commencé, j'étais même pas inscrit à l'ordre. En fait, je savais un peu les démarches une fois que j'étais inscrit. Donc en fait, j'ai anticipé ça dans le sens où j'ai fait valider mes statuts par l'ordre des archis
même si j'étais pas architecte et que je pouvais pas l'être. Ok. Parce que j'avais pas encore validé ma HMO à ce moment-là. Quand on crée une boîte, c'est comme n'importe quelle société, il faut créer les statuts, etc. Mais la particularité d'une boîte d'archi, c'est qu'il faut faire valider ces statuts par l'ordre. Tout à fait. Avant de pouvoir déposer les statuts et de pouvoir commencer. D'accord. Et la particularité, bon, c'est qu'après, il faut avoir sa HMO pour s'inscrire à l'ordre et porter le titre. Bon, du coup, comme j'avais pas ma HMO à ce moment-là, du coup, je l'étais en tant que maître d'œuvre. En parallèle, je passais ma HMO. Et une fois que je l'ai eu, j'ai transformé la boîte par ce qu'on appelle l'adjonction d'activité. Donc en fait, c'est que déjà dans les statuts, on avait prévu d'évoluer, de faire évoluer la boîte. Parce que du coup, tu es passé de salarié à entrepreneur, mine de rien. Et il y a quoi qui change entre les deux? Qu'est-ce que ça a fait ce changement en toi? Est-ce que ça a fait évoluer certaines choses? Est-ce que comment tu l'as vécu? Alors, faut se dire que dans les salariats, on passe d'une boîte où on est rarement seul. Une boîte, la plus petite où on était 3. La plus grosse, on était 30. Donc t'as quand même rien à voir. Rien à voir. Donc on voit différentes choses. Ouais. Tout, Et en fait, la grosse différence, en plus, quand on crée sa boîte, on est tout seul. Les salariés tout de suite, il n'y en a pas beaucoup qui osent. Exactement. Et en fait, ce qui change, c'est pas tant le rapport à l'architecture, c'est le rapport à l'administratif d'une société. Oui. C'est qu'en fait, on a notre boulot. Enfin, moi, mon dernier emploi de salarié, c'était chargé de projet. Donc j'avais vraiment toute la gestion d'un projet avec les clients, etc. Et en fait, ce qui s'est ajouté, c'est toute la partie gestion de société. L'administratif et tout ce qui va avec. Et ça, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, il y a beaucoup de choses. En gros, faut compter à peu près une journée par semaine, qu'on dit d'heures non facturables. Donc c'est ces heures qu'on doit passer pour gérer la structure, faire un contrat, faire les factures, etc. On n'a pas en tant que salarié. Oui, et puis on s'en rend pas forcément compte parce que c'est la même chose pour moi au final. On s'en rend pas compte quand on crée notre société de se dire ouais, je vais créer, je vais avoir du temps pour moi, etc. Alors qu'en fait, tu te dis, ouais, et puis après, t'as tout l'administratif qui arrive. Après, c'est nous, là, chez moi, là où je l'ai fait, c'est à Clermont-Ferrand. Et ils ont une approche qui est, je trouve, extrêmement intéressante, où ils te préparent justement à ce côté vraiment, quelle est la réalité d'un architecte à son compte. Donc, on avait déjà, il nous disait, là, le responsable de la formation, il nous disait, moi, dans ma structure, parce qu'il avait quand même pas mal de salariés, il disait, mon temps facturable, c'est, 1 heure, c'est, on va dire 7 heures par semaine. Tout le reste, c'est du temps non facturable. Donc, il nous avait déjà préparé au fait que il y a du non facturable. Alors après, quand t'es tout seul, bon, t'es obligé d'en faire moins parce que c'est pas possible autrement. Et du coup, c'est comment arriver à optimiser tout ton temps. Exactement. En fait, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être même de l'optimisation, pardon, d'arriver à tout optimiser pour pouvoir gérer son temps et gérer les projets aussi en parallèle. En fait, il y a un énorme point, c'est l'organisation de son travail. Premier boulot que j'ai eu, il m'avait dit, mais organise-toi. Effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé une organisation de mon travail. Que j'ai perdu dans d'autres boîtes parce qu'ils travaillaient différemment. Ça m'a posé souci. Et là, en créant ma boîte, je suis revenu à ce système-là qui marche très bien pour moi. C'est vraiment, pour tous les outils, il faut qu'on ait les outils qui soient adaptés à nous. Nous, on a eu en école, c'était plus les écoles, des cours d'art, mais ils nous disaient, il faut créer vos outils. Donc, moi, j'ai gardé un peu cette maxime, c'est, quand j'ai besoin de choses, je crée mes outils. Ma gestion administrative, ma gestion de trésorerie, etc., je me suis créé des outils pour optimiser. Parce que c'est super intelligent. Voilà. Parce qu'en fait, je suis extrêmement feignant. Donc, moins j'en fais, mieux c'est. Non, mais d'un côté, je pense pas que ça soit de la fainéantise. Je pense que c'est plutôt quelque chose de se dire, plus je suis organisée, plus je gagne du temps, et donc plus je peux passer mon temps sur autre chose. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment de la fainéantise. Quand tu regardes le feignant, c'est vraiment en faire le moins possible. Et du coup, c'est complètement ça. C'est tu réfléchis à comment en faire moins. Donc du coup, oui, j'ai dû passer au total, on va dire 2 mois à temps complet à préparer tous mes outils. Oui, mais au moins maintenant ça Ah, mais au moins, je gagne du temps de façon énorme. Comment tu gères tes projets? Est-ce que du coup tu prends aussi des choses que tu as appris dans tes entreprises et tu le reportes aujourd'hui dans ta propre entreprise? Par exemple, on parlait de l'administratif, comment eux ils géraient? Est-ce que tu as eu des choses que t'aimais pas et que du coup tu as transcrit dans ton entreprise? Comment ça s'est passé? Le problème, c'est que l'administratif pur, on va dire, de gestion de société, on le voit jamais. Moi, il y a une boîte, elle m'a même cavaradé tous ses contrats, elle voulait pas que je les regarde. Et puis même si j'étais très proche, et presque je pouvais reprendre sa boîte aussi. Mais même, il avait cette culture-là. Et toutes les boîtes que j'ai faites, ils voulaient jamais parler d'administratif. En France, c'est vraiment très tabou là-dessus. Et du coup, en fait, c'est non, débrouille-toi, quoi. Alors tout le monde te dit, il faut te faire accompagner. Ouais, mais par qui? C'est ça. Et puis souvent, des fois, je vois ma femme, elle est entrepreneuse aussi, elle trouve pas d'accompagnement. Donc après, c'est vraiment les rencontres. Et puis comme on dit, un entrepreneur qui s'en sort, c'est un entrepreneur qui sort. Exactement. Donc en fait, il faut jamais rester dans son coin, sinon on est sûr que ça marchera pas.
Exactement. Mais là, tu disais justement que ta femme aussi, elle est devenue aussi entrepreneuse. Et du coup, est-ce que vous palliez pas justement au niveau de l'administratif? Alors, c'est pas du tout la même chose parce qu'il me semble qu'elle est dans la maroquinerie, je C'est ça. crois. Donc, du coup, c'est pas du tout le même métier. Donc, est-ce que tu l'aides aussi? Elle t'aide en retour? Alors, Comment est-ce que vous palliez tous les deux? en fait, les métiers sont très différents, on est d'accord. Moi, c'est du service, elle, c'est du produit. Mais par contre, sur la gestion administrative, c'est la même chose. Ok, donc, Surtout du coup, qu'on vous a le pouvez même vous type aider. de société. Donc là, on peut s'entraider. Moi, je lui ai emmené des outils que j'avais. Mhm. Surtout, un point qu'on pense pas forcément, c'est la gestion de sa trésorerie. Oui. Ça, c'est un Ça, tu m'en point, as parlé la c'est un dernière point un fois. peu crucial pour justement anticiper toutes les dépenses. Mm. Parce que tu dis, ouais, j'ai gagné de l'argent ce mois-ci. Ouais, mais pendant 3 mois, tu vas pas en gagner. Donc c'est comment arriver Ouais. à lisser tout ça. Ouais. Et en plus, en général, tu peux un peu anticiper tes dépenses en sachant que bon, l'URSSAF, c'est tous les trimestres, un machin qui va tomber. Donc c'est anticiper tout ça pour arriver à dire, bah voilà, ma trésorerie sur un an, je sais que comment ça va se passer, comment ça tient. Et combien je vais gagner à peu près par mois aussi, ça peut. Alors ça permet, Mais d'un côté, ça varie aussi, donc tu peux pas vraiment en savoir. fait, ça permet, on va dire, tu prends le salaire de base Mhm. et tu le mets dans ta ligne. Mon salaire, c'est ça tous les mois. Et tu vois en fonction de ta trésorerie, non, il est trop élevé, il faut que je le baisse ou quoi. D'accord. Sachant Ok. que mon type de statut fait que tous les ans, je fais une AG avec moi-même, parce que je suis tout seul, où je dis, voilà, mon salaire, ça sera ça. Et après, moi, je lisse, mais je lisse pas sur un an, j'ai pris 3 ans, je lisse sur 3 ans. Et c'est énorme. C'est énorme parce que les chantiers font, notre Oui, métier fait que c'est sur effectivement. très long. Un chantier, en moyenne, c'est 2 ans. Enfin, un Ouais. projet, c'est 2 ans. Donc, Sur des gros projets, sur- effectivement, ça peut. Pas forcément. Sur une maison individuelle, t'es en moyenne 2 ans aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si t'es sur plus un petit appartement secondaire Oui. et qu'il n'y a pas de gros C'est œuvres ça. que en tant qu'architecte tu peux aussi toucher, Oui. c'est sûr que ça sera pas le même nombre de mois que si c'est une grosse ferme et que vous rénovez tout de A à Z. C'est ça. S'il y a un C'est plus permis, ça s'il y a aussi, démarche, etc., effectivement, ça peut Et être c'est long. ça. Après, certains dossiers, par les clients, font que ça peut être beaucoup Oui. plus long. Il y en Exactement. a un, ça fait 4 ans que je suis dessus. Ouais. Donc, mais le fait de lisser sur 3 ans me permet justement de gérer mon année en cours, l'année N+1 et même l'année N+2 quand il y a beaucoup. D'accord. Parce que là, pour l'instant, mon volume d'activité fait que sur un an et demi, ça marche. Mais quand il y en a, mes collègues, ils ont 9 mois d'attente avant de commencer un dossier, il faut arriver à lisser sa trésorerie et sa gestion. Mais d'un côté, après, quand ils ont 9 mois d'attente, est-ce que c'est pas justement parce qu'ils ont réussi, entre guillemets, à se faire... Alors, il y a plusieurs choses. Ils ont réussi potentiellement à se faire un nom. Ils ont réussi aussi à avoir du projet, tu vois, sur le long terme. Et ce qui fait que du coup, ils n'ont pas besoin de se soucier du mois suivant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as tellement de demandes, tout simplement, qui font que t'as ton travail en cours, il faut que tu rentres dans les délais parce que t'as signé des contrats avec des délais. Et non, tu peux pas faire avant. Là, moi, je vois les contrats que là, aujourd'hui, on est au mois de mars, et j'ai déjà eu 18 nouveaux clients qui sont venus me voir, quoi, depuis le mois de début janvier. Donc après, il faut arriver à les lisser et se dire, ouais, on va faire, mais il y en a qui viennent me voir en me disant c'est urgent, je dis, je peux commencer qu'à telle date. Oui, de toute façon, il faut leur dire aussi les clients, parce que la plupart des clients qui viennent nous voir, c'est pour quand le projet? Ah demain, si c'est possible. Voilà. Mais non, il y a une réalité aussi, et puis, il y a la réalité de notre structure, de notre façon de travailler, mais il y a la réalité externe qu'on ne maîtrise pas, l'administratif, les délais de permis, d'instruction, etc. Et là, je vais sur un dossier, je leur ai dit, ouais, ok, vous le voulez pour telle date, mais votre dossier, il y a 5 mois d'instruction en mairie. Oui, donc ça, c'est ce délai-là qui est totalement incompressible, qu'il faut intégrer dans le... Et je pense qu'aussi les clients n'ont pas forcément cette notion de se dire le permis c'est tant de temps, parce que, nous, on nous l'apprend et on le sait au final. Et encore, ça dépend aussi des communes. Oui. Donc c'est pas le même temps d'instruction en suivant des communes. Donc il y a plein de choses. Le temps légal est censé être le même. C'est juste que ils ont pas, certains, même beaucoup, n'ont pas le temps d'instruire, donc ils profitent de certains systèmes légaux pour augmenter le délai. Pour la suite, j'aimerais bien du coup, justement, on parle bien sur la méthodologie du coup et la gestion de projet. Donc je pense que pour la partie 2, ça serait intéressant qu'on parte là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est parti. Alors pour toi, Florent, quelles seraient un petit peu les grandes étapes d'un projet architectural? Par quelle phase un petit peu on passe, par exemple du premier croquis à la réalisation finale, à la réception de chantier? Alors, particularité, c'est que moi je fais que de la réno. D'accord. On est spécialisé là-dedans. Et du coup, on a développé un peu notre méthodologie par rapport à ça. D'accord. Dans le sens où la première visite qu'on fait, on fait une première visite sur place, parce que là on travaille sur de l'existant, avec les clients pour qu'ils nous disent aussi qu'est-ce qu'eux veulent, et on fait un pré-diagnostic pour voir un peu qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise et anticiper les problèmes qu'on peut rencontrer. Ok. Après, la deuxième phase, c'est le diagnostic. Donc là, c'est vraiment très poussé, que ce soit architectural, technique, structurel, ça peut être au niveau thermique,
Donc, tout ce Oui, qui il y a soit- plein de il y a diagnostics plein de diagnostics différents. différents, et c'est ce qui va nous permettre de faire en gros l'état des lieux du bâtiment et de savoir quelles contraintes il faut anticiper. Et après, en fonction de ça, on sait sur quoi on base, on anticipe les problèmes qu'on va avoir. Et après, on va avoir toute la partie conception architecturale. Entre guillemets, se sous-divise en deux parties. Une partie simplifiée, on va regarder l'organisation des volumes, des pièces, etc. et faire les démarches d'urbanisme. Et après, on a la deuxième partie qu'on appelle projet. Donc là, si on rentre vraiment dans le détail du projet, on va tout dessiner en détail, choisir les matériaux. Pour schématiser, ce qu'on appelle l'avant-projet, la première partie, c'est un dossier qui fait une quinzaine de pages. Ok. La deuxième partie, le projet, ça peut faire des dossiers qui font une centaine de pages. Ok. Donc c'est vraiment, on rentre vraiment dans le détail, on est beaucoup plus pointu. D'accord. Et après, on a la dernière partie, donc on va dire gestion de chantier. Donc là, c'est vraiment la réalisation avec les entreprises, où on a toute la gestion administrative, technique, financière, architecturale, enfin tout ce qui va sur un chantier. D'accord. Et après, nous, on a aussi une partie, on va dire 6 mois après, puisqu'une fois qu'on a la réception, il y a une garantie légale qui est la garantie de parfait achèvement, où donc là, en fait, s'il y a le moindre défaut, les entreprises doivent revenir des réparations à leurs frais. D'accord. Et cette partie-là, nous, à 6 mois, on va recontacter les clients en disant est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Oui, c'est un peu une service après-vente qu'on fait. Et justement, on parlait des artisans. Comment tu travailles un petit peu avec les bureaux d'études, les artisans, comment tu les gères, enfin les ingénieurs aussi? En tant qu'archi, on est maître d'orchestre en fait de tout le monde, et que ce soit l'équipe de conception ou l'équipe de réalisation avec les artisans. Parce qu'en conception, en classique, on est 4. L'archi, maître thermicien, structure et économiste. Ok. C'est des cadres qu'on retrouve généralement sur tous les projets. Mais sur certains dossiers, on peut être 10 bureaux d'études différents. Quand il faut un scénographe, un gestionnaire lumière, tout ce qu'il peut avoir besoin. Et après, pareil, en artisan, en général, on est sur 20 artisans différents. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde à gérer, qui fait partie du métier. L'étude d'archi, nous, c'est 5% du métier. Je caricature un peu, mais l'école d'archi va nous apprendre à faire des beaux dessins. Parce que les écoles d'archi, jusque dans les années 50, si je ne me trompe pas, c'était l'école des beaux-arts qui formait les architectes. Oui. Ça a changé dans les années un peu 70 avec la loi sur l'architecture. Donc ça s'est structuré avec vraiment des écoles d'archi. Mais on a gardé en France cette culture artistique. Ça, on revient là-dessus. L'école d'archi française, c'est très artistique. Et il faut avoir en tête que les écoles nordiques, généralement, Allemagne, etc., eux, ils ont presque un double cursus architecte-ingénieur. Donc ils ont une beaucoup plus grosse culture technique que nous en France. Donc c'est pour ça qu'en France, on va faire appel à des bureaux structures, bureaux intermissiens, etc. Et du coup, au niveau des ouvriers, on parlait justement des ouvriers, enfin des artisans. Comment est-ce que tu les gères? Est-ce que tu as plusieurs entreprises en fonction des territoires, en fonction des périodes? Comment t'arrives à gérer qui tu vas mettre sur le métier? Comment ça se passe là-dessus? Alors moi, c'est une approche que j'essaie d'avoir le plus local possible, en disant le chantier à tel endroit, on va faire venir les entreprises les plus proches du chantier. Malheureusement, ça marche pas toujours. Et après, c'est aussi par l'expérience, par mon carnet d'adresses, où je sais qu'il y a des entreprises qui vont être plus adaptées sur tel type de chantier, ou par rapport à tel client, ses attentes. Et c'est essayer de monter une équipe comme ça. On essaye d'avoir 2 à 3 entreprises par lot, donc par métier, pour avoir différents devis, pour pouvoir comparer un petit peu. Ok, et du coup, c'est le client qui choisit à la fin le devis. Comment ça se passe? En fait, nous, on propose, on accompagne, mais en aucun cas on peut décider. C'est toujours le client qui décide avec quelle entreprise il veut travailler. Il arrive en tout cas aussi que des clients aient leurs propres artisans. Comment tu fais? Je vais leur dire, ok, vous prenez vos entreprises. Moi, je vais quand même prendre mes entreprises que je connais, qui vont répondre correctement sur votre dossier. Et en fonction de ça, on verra aussi le tarif. Oui. Parce que souvent, une entreprise qui vient de loin, soit c'est parce elle est plus chère, soit effectivement, ils ont vraiment leur entreprise. Ça m'est déjà arrivé. L'entreprise elle venait de Paris pour ici. Ok, vous le faites, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on accompagne, on explique pourquoi, oui ou non. Ok, et donc du coup, tu les guides aussi dans le prix parce que, par exemple, sur 3 devis, souvent les clients ils vont se diriger vers le devis le moins cher. Nous, on a vraiment, quand on fait les 3 devis, on a aussi ce qu'on appelle là derrière l'analyse des devis, l'analyse des offres exactement, pour dire voilà, un tel, tiens, il a pas chiffré ça, ou ça, il l'a chiffré différemment. Et du coup, c'est ça qui fait aussi on explique les devis aux clients, parce que mine de rien, on a 3 devis, mais en réalité, les 3 devis sont différents. Dans le sens, est-ce que c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix? S'il n'a pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, que c'est le moins cher du moins cher, ça peut s'expliquer. Alors ça va s'expliquer parce qu'en chantier, ça sera les finitions vont être bâclées. Ou nous derrière, en plus, on va avoir une gestion de chantier qui va être horrible parce qu'il va falloir derrière son nom en permanence. Et même dans certains cas, sont connus de tout le monde. De toute façon, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Et ils savent très bien comment ils bossent et ils ont des problèmes. J'ai déjà eu le cas sur un chantier. L'électricien, il connaissait très bien le plaquiste qui travaille comme n'importe comment. Le plaquiste, une fois, il avait tiré, donc l'électricien a tiré son câble sur 2 étages dans l'escalier.
le câble, il embêtait le plaquiste, il a pris le câble, il l'a repoussé, il est tombé de 2 étages. Et il l'a tout refermé. Donc l'électricien, il a dû tout rouvrir le placo pour aller rechercher son fil en bas. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est le genre de choses, on finit par connaître avec l'expérience, et on sait qu'il y a certaines entreprises... En Haute-Savoie aussi, un petit peu dans notre secteur, donc là on est sur Thiers, Marigné, la vallée de l'Arve, du coup, tout le monde se connaît. Donc forcément, s'il y a des bonnes entreprises, par exemple, je sais que je connais un très bon électricien. D'ailleurs, Raphaël, qui est passé à l'épisode 1, il a une très bonne entreprise. Et du coup, si jamais moi je rencontre d'autres artisans, potentiellement, je me dis, peut-être que tiens, il le connaît, comment il travaille, est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble? Alors, je ne demande pas tout le temps parce que je sais qu'il peut pas connaître tout le monde. Moi, ce que j'ai tendance à faire quand je cherche une entreprise sur un chantier, où je sais à peu près quelle équipe va y avoir sur les autres corps d'État, je leur demande à eux de me passer une référence. Parce que je sais qu'en faisant ça, ça va être quelqu'un avec qui ils ont l'habitude de travailler, qu'ils connaissent, et au moins c'est qualifié. Oui, exactement. Après, des fois, lambda dans l'annuaire, on en trouve et c'est des pépites, hein. Mais c'est rare. C'est rare. Et du coup, voilà, on parlait un petit peu des contraintes juste avant. Pour toi, quelles sont les contraintes techniques un petit peu les plus courantes dans les projets, dans les projets d'architecture, etc. La contrainte, en fait, elle est assez simple. C'est dans le sens, comme on travaille sur l'existant, il faut s'adapter à l'existant. Et après, l'existant, il a quand même vécu, plus ou moins suivant si c'est un bâtiment des années 1700 ou s'il est des 1950. Mais voilà, c'est généralement la structure, la base, puisqu'elle, on la touche peu, dans le sens où on va la garder. Et voilà, c'est plus le gros œuvre qui va poser des contraintes et l'environnement. Okay. Parce que les contraintes environnementales, on en parle aujourd'hui de plus en plus, que ce soit le bioclimatisme, etc., l'analyse de cycle de vie et le bilan carbone. C'est un peu tout ça qui font les contraintes un peu classiques de tous les projets. Okay. Et après, on a la particularité du coup de l'existant où on doit s'adapter et faire avec. Et du coup, comment tu gères un petit peu ces imprévus sur le chantier, qu'ils soient... Parce qu'il y a des imprévus qui sont techniques, des imprévus budgétaires et des imprévus administratifs, par exemple. Alors, un chantier sans imprévu, ça n'existe pas. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Voilà. Après, t'as le technique où là, nous en réno, en plus, on a la particularité, c'est que on a fait un diagnostic, mais il y a plein de choses cachées. Et c'est au moment où on a fini la démolition que là, on voit vraiment l'état du bâti. Et donc c'est là où on peut, tiens, petite surprise, il y a ça à renforcer, il y a ça à modifier, etc. Ou ce qu'on avait prévu, on peut pas le faire. Okay. Après, l'administratif, en général, il y en a peu dans le sens où on anticipe énormément ça. Dans le sens où on sait qu'on va avoir le permis classique, on va avoir un droit d'utilisation de domaine public. Donc l'administratif, en général, c'est tellement rigoureux et strict. Après, la seule chose qu'on peut avoir pendant le chantier, c'est t'as pas respecté le permis, il y a l'administration qui est sur un droit de regard pendant le chantier. Et du coup, il te tape sur les doigts parce que t'as pas suivi le permis. C'est plus ça que tu peux avoir avec l'administratif. Et après, le financier, c'est lié à la première, c'est surprise pendant le chantier, ou alors c'est ce qu'on appelle dans la promotion, les TMA, les travaux modificatifs acquéreurs, qu'on a classiquement aussi des fois avec le public privé. Il va nous dire, tiens, finalement, je veux changer le point lumineux, il est plus là, il est là, etc. On le fait, c'est toujours en fait, ça coûte plus cher de le faire, et je leur explique. Plus vous anticipez, plus vous nous définissez en amont, moins ça coûte cher. Exactement. Un trait de crayon sur un écran, ça coûte moins cher que de déplacer un fil de 10 mètres dans un chantier. Oui, parce que au final, si c'est comme tu dis en amont, du coup tout est déjà calé et en fait le chantier peut très bien se dérouler sans encombre. Alors que si on vient pendant le chantier faire des arrêts au final du chantier pour dire je veux juste le luminaire, je veux le déplacer de 5 cm, mine de rien, c'est une caricature, hein, mais, non, mais ça bouge un peu quand même les choses, quoi. Pour la suite, du coup, le métier d'architecture, c'est un petit peu aussi beaucoup de règles, de normes. Les clients ne le savent pas forcément non plus, parce que je pense que pour eux, c'est, on fait appel à un architecte, soit parce qu'ils n'y connaissent rien, soit ils y connaissent un petit peu, mais pas trop non plus. Mais voilà, le but, je pense que ça va être aussi ça, du coup, notre prochaine partie, la réglementation et les normes en architecture. Ouais, que de la joie. Quels sont un petit peu les aspects réglementaires les plus complexes que tu rencontres dans ton métier? Alors, le plus présent et le plus complexe, en général, c'est les PLU, donc les plans locaux d'urbanisme. Donc, c'est les règlements applicables à la parcelle, donc au bâtiment, au terrain. Et en général, celui-là, il est spécifique par commune et même sur la même commune, il y en a 4 ou 5 différents. Celui-là, c'est le principal. Et après, il y a tout ce qui est normatif derrière. Enfin, je peux pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. On est obligé, en fait, de les avoir, de les connaître. Et c'est ceux qui changent, il faut se mettre à jour sur le dossier. Généralement, on va dire, il y en a 4 à 5 qui sont à remettre à jour parce qu'ils sont spécifiques au terrain. Les autres, c'est du général.
pour tout le bâtiment en France. Donc, Oui, c'est vrai, parce que le plan local d'urbanisme, du coup, mine de rien, quand on est dans une commune, bah, par exemple, votre parcelle, du coup, spécifique. En fait, par exemple, la parcelle du voisin n'est pas forcément dans la même, dans le même secteur, en fait, que vous. C'est ça. Donc, du coup, c'est pour ça que chaque bâtiment a sa spécificité. Après, les classiques, c'est zones urbanisables, avec ses déclinaisons, les zones agricoles, les zones naturelles. C'est les 3 principales qu'on trouve. Après, il y a les zones A urbanisées, donc là, c'est encore différent. Mais on va dire qu'on peut avoir une maison qui est construite, existante, et en fait, elle est en zone agricole. Donc, il faut se dire, en fait, finalement, les règles, on fait pas ce qu'on veut, quoi. Alors justement, j'ai reçu sur le podcast une conseillère en immobilier. On parlait justement de diagnostic qu'elle faisait avant la vente des biens, qu'elle était obligée de faire. Est-ce que du coup, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que du coup ça joue par exemple dans les permis de construire? Est-ce que pour vous ça vous sert, les architectes, tous ces diagnostics faits au préalable par les agents immobiliers, consultants immobiliers? Il faut bien distancier, il faut bien savoir, effectivement, il y a des diagnostics obligatoires pour la vente. La plupart nous servent peu, voire pas. Il y en a certains qui vont nous permettre d'anticiper certaines choses. Je pense à l'amiante et le plomb. Parce qu'en amiante, il y a 2 diagnostics différents. Il y a celui pour la vente et celui avant travaux. Donc avant la vente, ça va être un constat visuel, pour caricaturer. Alors qu'un diagnostic avant travaux, on va être dit destructif. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre un prélèvement du matériau. Oui, puis en plus, mine de rien, faut le savoir que c'est quand même très cher. Faire les travaux de désamiantage, c'est un coût énorme. Là, sur un projet en cours, on a un bout de conduit, on a une fenêtre et on a 2 mètres carrés de faïence, on est sur 10 000 € pour enlever tout ça. Oui, et ça, les clients ne savent pas dès le départ, en fait, qu'ils ont de l'amiante. C'est ça. Et puis nous, on le sait pas non plus. On le sait qu'une fois le diagnostic. Donc, anticiper les coûts d'amiante, c'est un sujet qui est très complexe. Et comment, justement, les clients, ils peuvent, parce que du coup, ils vont sortir un certain budget qui n'était pas prévu dès le départ. Comment tu fais déjà pour justifier ça? Comment tu fais, pour que les clients sortent cette somme? Parce que certains ne peuvent pas sortir cette somme. Donc, comment... En fait, le coût de désamiantage, on peut pas l'anticiper. Parce qu'on sait pas ce qu'on va avoir, quelle quantité, etc. Ce problème-là, nous, on met toujours que c'est le budget client hors amiante. Donc, soit, ils remettent au pot. Soit, s'ils nous disent clairement c'est non, on l'intègre dans le budget, et à ce moment-là, on doit modifier le projet. Et alors là, c'est malheureusement à eux de faire des compromis sur leurs attentes pour intégrer ce coût. Et justement, comment dans tes projets tu intègres toutes ces normes environnementales, énergétiques? Tout ce qui est environnemental et énergétique, c'est assez simple, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de normes. Aujourd'hui, on est sur la RE 2020 qui impose certaines choses. Qui impose analyse. Petite définition, RE 2020. RE 2020, maintenant, c'est réglementation environnementale 2020. Dans le sens où elle était censée être écrite en 2020, mais elle s'est appliquée en 2023. D'accord. Donc, je fais un petit délai. Mais voilà, en gros, il y a un minimum réglementaire, on peut pas être en dessous. Et aujourd'hui, dans la réglementation environnementale, on a donc le bilan carbone du bâtiment, la réglementation thermique, donc c'est surtout tout l'aspect nécessité de chauffage. En gros, on a inclus beaucoup plus de paramètres. Après, on a ce qu'on appelle des labels, où là, on peut aller très haut. En France, on a F-Energy, en Suisse, on a Minergie. En Allemagne, on a Passive House. Même si ces labels-là, on les retrouve en France. Et là, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Maison passive. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 0 besoin de chauffage et 0 besoin de climatisation. Mais ça, d'ailleurs, c'est super intéressant. Moi, quand je regarde des trucs là-dessus, tu dis, mais quand ils ont construit ça, le mec qui a construit ça ou la nana qui a construit ça, c'est vraiment incroyable. La réflexion qu'il y a autour. C'est une réflexion qui est très complexe parce que ça demande des points de vigilance sur des aspects qu'on oublie facilement. Mais pour autant, c'est génial. Et donc, justement, par exemple, est-ce que dans un projet, parce que ça peut arriver, que les clients, ils disent, nous, on veut faire une restructuration, mais principalement intérieure, par exemple, je sais pas, une grosse ferme ou des choses comme ça. Parce que du coup, tu conseilles les clients. Oui, c'est un rôle de conseil aussi. Enfin, nous, on peut pas imposer quoi que ce soit aux clients. C'est pas notre rôle. Exactement. Et même légalement, on peut pas imposer aux gens de rénover. La seule obligation réglementaire qui commence à s'imposer, c'est quand on veut louer des bâtiments énergivores. Il y a des contraintes qui se mettent, mais c'est les seules limites. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une passoire énergétique qui vit dedans, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est un point de vue perso, mais la prime rénov, moi je dis toujours, vous pouvez la demander, si vous êtes éligible, n'hésitez pas. Mais par contre, ne comptez pas dessus dans votre budget. Parce qu'en général, elle est versée 6 mois après, et le montant définitif de la prime, on ne l'a qu'au moment du dépôt du dossier. Avant, ce sont que des estimations. Pas, en fait. Et les estimations, ça varie énormément. Exactement. Et donc du coup justement, parce qu'il y a, comme on disait, il y a énormément de normes. Comment tu fais pour rester formé là-dessus en fait? Est-ce que nous, de toute façon, en tant qu'architecte, on a une obligation déontologique d'être formé. Tous les 3 ans, on a un quota de minimum de formation à faire. Donc ça, une obligation. Et après, sur tout ce qui est normatif, c'est une veille réglementaire. Mais après, on connaît quelques normes habituelles qu'on utilise.
Mais sur de gros dossiers, on a ce qu'on appelle un bureau de contrôle. Donc en gros, c'est lui qui va nous dire si on travaille bien ou pas. Et eux ont une veille réglementaire qui est beaucoup plus poussée que la nôtre, et ils sont ultra à jour là-dessus. Par la suite, du coup, on arrive quand même déjà bientôt à la fin de ce podcast. La dernière partie, c'est un petit peu les conseils. Donc du coup, on va partir un petit peu conseils aux futurs architectes et maîtres d'œuvre et potentiellement aux personnes qui voudraient, je sais pas, peut-être se reconvertir. Alors c'est très long, mais potentiellement il y a des gens qui pourraient se reconvertir, donc on va partir là-dessus maintenant. Alors sur la reconversion, je vous dirais, accrochez-vous, ça va pas être simple. Si on a déjà un petit bagage, on peut rentrer seulement en 2e année d'école d'archi. Donc on se paye quand même 5 ans d'études derrière, minimum. Donc c'est quand même un investissement personnel à faire. Pour ceux qui sont en cours de formation, c'est aller vers ceux qui vous fait plaisir. Parce que le métier d'architecte, on peut l'exercer de plein de manières différentes. Que ça soit moi, je me suis spécialisé en rénovation. J'ai un collègue, lui, il va être que salarié sur des très gros dossiers. C'est vraiment un choix très personnel. C'est vraiment apprendre à se connaître. Quel serait un petit peu ton conseil pour les étudiants, alors eux, plutôt peut-être les lycéens et les collégiens qui voudraient peut-être se lancer dans l'architecture, et puis même question pour les étudiants qui sont déjà en architecture. C'est compliqué de répondre parce que c'est vraiment, ça, comme je disais à l'instant, ça dépend vraiment des personnes. Il faut toujours faire ce qui nous plaît, penser qu'on a des domaines de compétences. Donc c'est apprendre quels sont les points sur lesquels on est bon, et après c'est les développer. Et on est incapable de tout faire, c'est impossible. Par la force des choses, on va se spécialiser sans s'en rendre compte, parce qu'un archi, il n'est pas forcément capable de répondre à une maison, un hôpital, un hangar, etc. C'est très différent. Donc c'est vraiment faire ce qui vous plaît, ce vers quoi vous voulez aller, être curieux. Vraiment le point important, c'est d'être curieux, de sortir aussi de son moule. Ouais. Parce que ça c'est surtout aussi pour les étudiants, voilà, c'est ça. étudiants en archi. Parce qu'on se dit on est quand même la tête dedans, c'est très prenant comme étude, hein. Mais voilà, c'est s'ouvrir et avoir des regards transverses sur d'autres métiers qui vont nous enrichir. Et est-ce que potentiellement, pour les étudiants qui sont en architecture, peut-être, est-ce que du coup tu pourrais leur donner un conseil? Parce qu'il y en a, j'ai reçu des étudiants qui me disaient je sais pas encore, j'hésite entre être salarié et être à mon compte. En sortie d'école, je déconseillerais fortement d'être directement à son compte, tout simplement parce qu'on ne connaît pas vraiment le métier. On l'apprend avec l'expérience. Si vous pouvez faire 5-6 ans minimum de salariat, et dans différentes agences. Il y en a qui font des Erasmus ou partir à l'étranger, c'est aussi très formateur. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, mais pourquoi vous avez changé d'agence tout le temps? Ils vont vous le reprocher. Il y en a qui vont dire, c'est très bien. Donc ça dépend aussi des personnes que vous avez en face. Mais voilà, c'est être curieux et apprendre. Ok. Et selon toi, du coup, quelles sont un petit peu les compétences essentielles à ce métier d'architecte? Alors, les compétences. J'irais être à l'écoute. Parce que c'est vrai que c'est un métier où, comme tout métier, c'est l'humain avant tout. Donc c'est penser à être à l'écoute, d'écouter les gens, de comprendre leurs besoins. Et un point qu'on apprend pas mal en école d'archi et qu'il faut bien penser, c'est arriver à avoir un esprit de synthèse. C'est synthétiser toutes les contraintes. C'est un point qui est très important aussi. Et du coup, est-ce que, en réponse à ta réponse, quels seraient un petit peu les pièges un petit peu que les étudiants ou les personnes qui vont se lancer, par exemple qui ont déjà fait plusieurs années de salariat, quelles erreurs ils devraient éviter quand ils se lancent? Comme je disais, c'est croire qu'on est capable de tout faire, alors qu'en fait non, on va apprendre, et puis c'est écouter pour s'enrichir. On revient toujours à la même chose, c'est écouter, s'enrichir, c'est ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, on parle souvent des ingénieurs et des architectes. Apparemment, les ingénieurs n'aiment pas les architectes, mais les architectes n'aiment pas les ingénieurs non plus. Alors pourquoi? Ça, c'est assez simple, en fait, ça s'explique parce que un archi, généralement, et c'est surtout en France, en fait, ça vient de là, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a une culture très artistique, pas du tout technique. Et la confrontation des deux fait que mon père qui a travaillé sur certains projets, puisqu'il était ingénieur de travaux publics, il nous a dit, sur des gares de péage, l'archi a fait des très beaux dessins, mais qui sont totalement inconstructibles. Avoir un minimum de culture technique, c'est indispensable. Et donc du coup, est-ce que toi tu t'entends bien avec tes ingénieurs? Ouais, franchement, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une grosse culture technique avant, ça m'a beaucoup plu, même au bac, on me disait, mais arrête, va dans une école d'ingé. Je dis non, moi, ça m'intéresse pas. En plus, en maths, j'étais nul. Mais ouais, il faut avoir une culture technique et artistique. C'est vraiment, il faut vraiment avoir les deux pour être archi. Comment on peut se démarquer un petit peu? Parce que, alors, moi, je le vois, c'est un secteur un petit peu, mine de rien, très concurrentiel, même si je pense que chacun a sa place. Qu'est-ce que toi, du coup, tu dirais? Tout le monde peut faire appel à un archi. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Moi, ce que je dis aux clients, c'est entendez-vous bien avec l'archi que vous avez en face. Parce que quand vous allez travailler 2 ans avec lui, vous allez devoir le rencontrer souvent. Si vous entendez pas, ça va pas se passer. Mal se passer. Donc, la priorité, moi, je dis, c'est entendez-vous bien avec la personne, que ça soit moi ou un autre archi, peu importe. J'ai des clients, je leur ai dit, premier rendez-vous, voilà, on a fait le rendez-vous, on s'est
je vous ai expliqué ce que moi j'étais capable de faire, ma personnalité. Allez voir d'autres archis. Je les invite à aller voir d'autres archis pour qu'ils vous confrontent. Et après, c'est eux qui vont se dire, on a telle affinité avec un tel ou un tel. Du coup, un petit peu, quel regard toi tu portes sur l'avenir de ce métier? Je pars du principe un peu darwinien que ça va se lisser naturellement. Il y en a qui vont réussir, il y en a d'autres qui vont pas y arriver. Faut pas oublier que dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, l'échec, c'est pas que c'est pas interdit, c'est que il faut accepter l'échec. Et des fois, on fait des choix qui sont pas bons. Parce que le temps est pas le bon, parce que le produit n'est pas le bon, ou parce que le produit n'est pas au bon moment. Donc, il faut accepter l'échec. Il faut se dire, on est comme on est, on propose ce que l'on veut. Quelqu'un qui va se lancer sur un marché non réglementé un peu comme toi, ça va être très différent puisque tu es obligé de pouvoir te démarquer. Mais c'est exactement pour ça que je te pose la question, parce que justement, moi, je sais que de mon côté, comme on disait, l'architecture d'intérieur, je l'ai dit, je crois, dans des précédents podcasts, architecture d'intérieur et décoration d'intérieur, c'est devenu un petit peu une mode juste après le Covid, même pendant. Ça a même commencé avant. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, c'est comment réussir à se démarquer. Mais comme je dis, aujourd'hui, c'est pour moi, chacun à sa place. Le tri se fait, comme tu dis, aussi naturellement. Pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence non plus, parce que moi, je fais appel aussi à des décos, par exemple, même si ça fait partie de mon métier, parce que concrètement, moi, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de faire en déco, et qu'il y a des confrères à moi qui sont super fortes là-dedans ou super forts là-dedans. Donc du coup, je pense qu'on se complète aussi, et que même nous, on travaille. Voilà, si jamais je travaille avec Florent, donc voilà. C'est vrai qu'on travaille ensemble, mais justement, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que moi, je suis architecte. L'archi d'intérieur, j'en fais un petit peu, mais c'est pas mon vrai domaine de compétences. Donc c'est pour ça, mon métier fait que j'ai appris à savoir où chercher les compétences. Exactement, et puis c'est comme ça aussi, c'est pareil pour les artisans. Si on sait pas quelque chose, une compétence technique, on va aller chercher l'artisan pour lui dire, écoute, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et je pense que c'est comme on dit à chaque fois, dans chaque podcast, on le dit, chacun a son métier. C'est ça. C'est des métiers passion, et il vaut mieux demander à son confrère plutôt que faire n'importe quoi. C'est ça. Donc en tout cas, moi je tiens à te remercier, parce qu'on a vu quand même pas mal de points, donc notamment faire appel à un architecte pour tout ce qui est normes, réglementation, surtout les permis de construire, savoir comment ça fonctionne par la suite. J'aimerais juste que tu nous dises un petit peu où c'est qu'on peut te trouver, peut-être sur les réseaux, je sais pas comment ça se passe. Alors moi c'est sur Robiol, j'ai mon site internet, robiol.fr. J'ai les réseaux sociaux, mais je suis pas très actif pour l'instant. Sur Atelier Robiol, sur Insta, sur Facebook. Et mon LinkedIn aussi. De toute façon, je mettrai tout comme d'habitude en lien, en barre d'infos. Et puis, du coup, je vous invite à vous abonner, à donner vos impressions en commentaire, etc. Et puis, je remercie Florent pour sa venue aujourd'hui, et puis potentiellement peut-être un autre podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.